Il est 23h53 le soir du 13 novembre 2015 quand François Hollande prend la parole à la télévision. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. Le président français vient de décréter l'état d'urgence. C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie qu'il s'applique sur l'ensemble du territoire national. Dans les heures qui ont précédé cette annonce, 3 commandos ont attaqué le Stade de France, le Bataclan et les terrasses du 10e et 11e arrondissement de Paris. Ces attentats sont les plus meurtriers commis sur le sol français. En France, l'état d'urgence est un régime d'exception. Il permet d'attribuer provisoirement des pouvoirs supplémentaires aux autorités pour faire face à une menace imminente. Selon la loi de 1955, il est décrété en Conseil des ministres pour 12 jours maximum, et seul le Parlement peut le prolonger. Cette loi permet par exemple d'instaurer des couvre-feux, de délimiter des zones de protection ou de fermer provisoirement des salles de spectacle. Elle facilite aussi les perquisitions et la mise en place d'assignations à résidence. Bref, l'idée, c'est d'essayer de gérer cette menace dans l'urgence. Le 20 novembre 2015, le Parlement prolonge l'état d'urgence. Il décide aussi d'adapter ce régime spécial aux usages modernes. On supprime le contrôle de la presse et des radios, et on autorise le blocage de sites internet qui font l'apologie du terrorisme. À partir de cette date, l'état d'urgence sera prolongé 5 autres fois, au nom de la sécurité. Il va durer en tout 719 jours. Pendant ces 2 ans, la menace terroriste est toujours présente. 5 attentats sont commis en France, dont celui de Nice, où 86 personnes perdent la vie. Mais ces 2 années vont aussi être marquées par un grand débat. Comment concilier sécurité et liberté? Dès janvier 2016, la Ligue des droits de l'homme saisit le Conseil d'État, estimant que l'état d'urgence nuit aux libertés fondamentales. Mais le Conseil d'État rejette sa demande, jugeant que la menace reste imminente. Pour l'exécutif, la priorité, elle, est à la sécurité. Il faut doter l'État de plus de moyens pour lutter contre le terrorisme. En juin 2016, une loi est adoptée pour renforcer les moyens des juges et des procureurs. Elle inscrit dans le droit commun des mesures jusqu'ici réservées à l'état d'urgence. Les perquisitions de nuit lors des enquêtes préliminaires, la saisie de correspondance électronique ou encore l'interception de conversations téléphoniques. Dès lundi. En 2017, après 2 ans d'état d'urgence, les critiques s'intensifient. Pour les défenseurs des droits et une partie de la classe politique, ce dispositif d'exception doit, comme son nom l'indique, rester exceptionnel. La plupart des candidats à l'élection présidentielle proposent par exemple d'y mettre fin. Mais comment en sortir tout en prenant en compte la menace terroriste toujours présente? C'est là qu'intervient la loi SILT. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, propose une loi qui transposerait à nouveau des mesures habituellement réservées à l'état d'urgence dans le droit commun. Sauf que cette loi, qui doit acter la fin de l'état d'urgence, est elle aussi très critiquée. Ce qu'il y a de grave, effectivement, c'est ce fait qu'il nous semble qu'on ne prend pas le souci suffisamment du respect des libertés. Pour les défenseurs des droits de l'homme, elle revient à pérenniser l'état d'urgence et donc porte atteinte à de nombreuses libertés fondamentales. La présomption d'innocence, le droit à une procédure judiciaire équitable, le droit de manifester ou encore le droit à la liberté d'expression. La réponse de l'exécutif est sans appel. Le 30 octobre 2017, Emmanuel Macron fait cette annonce. Nous avons décidé de mettre fin, à partir de demain, au régime de l'état d'urgence qui avait été instauré après les attentats de novembre 2015. La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme n'a aucunement pour objet de pérenniser l'état d'urgence, comme certains l'ont dit. Le lendemain, la loi SILT inscrit dans le droit la possibilité de fermer des lieux de culte et de décider de mesures de surveillance à l'encontre de toute personne dont le comportement constitue une menace. Elle modifie aussi les régimes d'assignation à résidence et de perquisition. C'est la fin de l'état d'urgence. Sauf que, plot twist, la France n'en a pas fini avec lui. Nous sommes en guerre. Nous sommes au début de la pandémie de Covid-19. Le 23 mars 2020, une nouvelle loi crée l'état d'urgence sanitaire. Cette fois, il autorise le Premier ministre à restreindre certaines libertés, à réquisitionner des biens et des services ou à contrôler les prix. Mais très vite, ces recours à un régime d'exception inquiètent les associations de défense des droits de l'homme. Beaucoup critiquent l'état d'urgence permanent. En 5 ans, la France aura vécu près de la moitié du temps sous état d'urgence. En 2021, le Conseil d'État rend son avis sur les leçons à tirer. Sur le long terme, son usage est délétère. Il déstabilise le fonctionnement ordinaire des institutions en bouleversant le rôle du Parlement et des institutions territoriales, banalise le risque et restreint les libertés de façon excessive et altère, à terme, la cohésion sociale. Depuis, les défenseurs des droits continuent à critiquer ce qu'ils considèrent comme une érosion des libertés entamée il y a 10 ans.